Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Audrey Salicis est une authentique niçoise puisqu'elle y est née en 1986. Elle est directrice d'école à Vence et cela fait maintenant 13 ans qu'elle enseigne. Petite, elle se voyait pilote de chasse. Et puis, comme une évidence, alors pourtant qu'elle avait détesté l'école, c'est vers le métier de prof qu'elle s'est dirigée en se l'appropriant comme une mission. Pour parler de son métier, Audrey cite Jean Jaurès qui, s'adressant aux instituteurs, leur disait « Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. » Audrey Salicis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner ? Alors, comme tous les matins, j'ai pris un yaourt protéiné pour être en forme toute la matinée, avec des fruits pour les vitamines et un grand café. Enfin, un café, 2 cafés, 3 cafés, plusieurs cafés. Ça y est, je suis enfin réveillée. Quel est votre regard sur votre enfance ? Alors, j'ai une enfance très compliquée. J'ai une enfance très épanouie, je pense. J'étais fille unique. Très épanouie parce que j'avais un papa et une maman qui étaient très présents, qui m'ont toujours fait faire beaucoup d'activités. J'ai fait beaucoup de sport. Mais en 1994, j'avais 8 ans donc, j'ai eu un très grave accident. Et suite à ça, les problèmes se sont multipliés, accélérés, accentués. Et la fin d'enfance, du coup, a été compliquée et le début de l'adolescence encore plus. Donc on va dire que jusqu'à mes 8 ans, c'était parfait. Et à partir des 8 ans, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'élève ? Alors j'en ai plusieurs parce que j'étais dans une petite école de village. J'étais à Castagné. Mais j'étais à Castagné village donc, et on était dans les petites classes, en classe unique, donc il y avait une très forte solidarité, c'était très familial, les copains, les copines, la maîtresse qui était super, je me souviendrai toujours de ma maîtresse Dominique et de son assistante maternelle, et après quand je suis passée chez les grands, donc j'étais chez la directrice Marie-Vonne. Et on a toujours fait plein de choses dans cette école, des spectacles, des activités. Mais si je devais retenir un souvenir de cette école, c'est que sur la planche du bas de l'école, il y avait un très grand olivier. Et dans cet olivier, à chaque fois, il y avait les petites fleurs blanches. Et avec les copines, on passait notre temps, en fait, à faire des sacs de ces petites fleurs blanches. Donc je me souviens d'un temps passé autour de cet olivier énorme, à faire plein de choses. Vous avez été quel genre d'adolescente ? J'ai été une adolescente rebelle. J'ai été une adolescente qui avait toutes les capacités de réussir à l'école et qui a été en échec scolaire. J'ai été une adolescente qui n'a pas été aidée du coup des séquelles de son accident, mais qui s'est vraiment braquée au monde et qui s'est braquée à l'école. Voilà. Quand je suis arrivée au collège, j'avais la possibilité de réussir, mais je me suis rendu compte que les gens populaires n'étaient pas les gens qui réussissaient à l'école. Et comme j'ai beaucoup souffert de la perte de mes amis et de mon hospitalisation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait pour être populaire et plus être celle qu'on embête à cause de son surpoids, à cause de ses cicatrices, à cause de toutes ces choses-là. Donc je me suis dit que pour être populaire, il fallait que je sois mauvaise.
à l'école, que je me fasse remarquer, que... Donc du coup, à partir de la 5e, j'ai tout envoyé bouler. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse des bêtises pour que les gens m'acceptent. Ce qui, du coup, n'était pas du tout une bonne chose parce que j'ai eu un brevet passable et arrivé au lycée, je me suis retrouvée au final dans les derniers, alors que pour autant, j'avais intégré une filière scientifique. Et je crois que si je m'étais pas réveillée quelque temps avant le baccalauréat, j'aurais fait partie des gens qui auraient loupé son bac, quoi. Prof, etc. En quoi cette période a influencé le prof et le parent que vous êtes aujourd'hui ? Alors justement, je me suis dit qu'il fallait que je sois le contraire de la plupart de tous les professeurs que j'avais eus. J'ai eu des professeurs, quelques-uns géniaux, mais vraiment géniaux, qui nous faisaient rire et qui m'ont donné la passion du coup pour certaines matières. J'ai eu un professeur de SVT au lycée qui était extraordinaire. J'ai eu un prof de physique au lycée, pareil également, qui était super. Et je pense que du coup, ça m'a orientée après à la faculté pour justement choisir ma voie. Et c'est quelque part grâce à ces professeurs-là que j'ai quand même réussi à avoir mon bac avec mention, parce que c'est eux qui m'ont donné le courage qui me manquait pour 7 semaines avant le bac me réveiller. C'est mon prof de physique qui un jour m'a chopé à la fin d'un cours et qui m'a dit Audrey, on est à 7 semaines du bac, faut que tu te réveilles parce que t'as 7 matières et t'as 7 semaines. Et là dans ma tête je me suis dit ah oui, ça fait 1 semaine par matière, donc il faut s'y mettre. Et voilà, donc du coup j'ai eu des professeurs qui m'ont donné envie d'aller au-delà, mais qui du coup n'étaient pas du tout des professeurs conventionnels. Et d'ailleurs, Monsieur Bonifaci et Monsieur Cardi, que je n'oublierai jamais, étaient des Corses. Alors est-ce que c'était un signe ou pas, mais j'ai eu des professeurs qui ont été pour beaucoup très humiliants, très catalogants. Voilà, pour ma prof de géographie, la seule chose dont j'aurais été capable dans ma vie, c'était de vendre des frites au bord de l'autoroute. Je connais de vous au moins 2 côtés, etc. Puisque vous êtes influenceuse sur Instagram notamment, et également une excellente cuisinière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces qualités, de ces activités ? Alors, commençons par la cuisine, qui, on va dire, est pour l'instant la plus grande de mes réussites dans ces 2 passions. La cuisine, j'y suis venue après la naissance de ma fille, parce que j'ai été une petite fille en surpoids, une adolescente en surpoids. Alors que pour autant, j'avais une maman et un papa qui faisaient très bien la cuisine. Et je suis tombée avec donc mon accident et avec le côté rebelle de l'adolescence dans le côté un peu junk food, malbouffe. Et dans ce côté-là c'était pas très à la mode de manger healthy à l'époque. Il fallait manger ce que tout le monde mangeait, il fallait aller où tout le monde allait, et du coup, c'était pas très compatible avec mon métabolisme. Après la naissance de ma fille, et après avoir commencé à travailler un petit peu dans la mode avant de rentrer dans l'éducation nationale, donc dans la mode comme assistante de photographe, et pour avoir également intégré une agence de mannequinat, je me suis rendu compte que le sport c'était bien, mais que la base c'était quand même l'alimentation. Et qu'on pouvait se faire plaisir, mais que la base c'était vraiment de cuisiner des produits sains. Donc je me suis dit comment me faire plaisir, moi qui suis gourmande, faire plaisir à ma famille, tout en limitant quelque part à la casse au niveau à la fois de la santé et à la fois aussi de la balance. Donc j'ai commencé à apprendre les recettes de base, à apprendre les recettes familiales, et puis après, petit à petit, j'en suis venue à faire moi-même mes desserts, faire moi-même mon pain, faire mes viennoiseries, et du coup, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en cuisinant qu'on devient cuisinière. Et bien, je me suis lancée dans vraiment toutes les recettes possibles et inimaginables, et aujourd'hui, on va dire que je ne travaille que sur du raw, que sur des produits bruts, et je vais en faire toute une déclinaison
de saveur et de goût, parce que c'est beau et parce que c'est bon et parce que ça donne envie et puis parce que ça plaît à tout le monde. Ça permet vraiment de faire plaisir à toute la famille et en permettant à chacun vraiment de s'alimenter comme il veut s'alimenter. Mais alors je précise, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de bébés animaux, voilà. Je reste vraiment dans la carotte. C'est bon la carotte. Et votre côté influenceuse alors sur Instagram ? Alors ce côté-là, j'y suis tombée, mais de manière extrêmement irrégulière. C'est-à-dire que j'y suis allée, j'y suis revenue, j'y suis allée, j'y suis revenue. J'ai commencé à faire des followers, puis les algorithmes Instagram ont changé. Puis je me suis débarrassée de beaucoup de ces followers-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction. Il y a eu la grande mode du follow and follow, donc ça a été très compliqué de garder le cap. Et puis je me suis rendu compte quand même que dans le lot de la pègre un petit peu d'Instagram et de ce monde très instable, des gens qui sont en quête de quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de réel, il y avait une petite communauté de gens qui étaient assez proches en fait de ce que je proposais comme contenu. Et en observant un petit peu cette sphère-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer du contenu pour ces personnes-là. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles. Je retrouve sur Instagram beaucoup de mes anciennes élèves qui aujourd'hui sont devenues de jeunes adultes, de jeunes filles. Et je retrouve aussi beaucoup d'amis, de connaissances de la mode, de connaissances un petit peu de tout ce monde urbain et de ce monde de la nuit que j'ai pu côtoyer. Et comme j'ai la chance d'avoir un mari photographe professionnel et qu'on profite beaucoup de notre temps libre pour partir explorer la Côte d'Azur, le sud de la France, voire même un petit peu des contrées plus lointaines, on essaye à chaque fois de proposer aux gens des tips, c'est-à-dire des astuces, des petits coins à aller voir, des petits coins auxquels on ne pense pas forcément aller. Donc du coup, j'essaye, depuis le confinement, d'être assez assidue dans le contenu digital que je peux proposer aux gens pour essayer vraiment de fidéliser cette communauté et de me dire j'ai en face de moi telle personne, nous on a fait toutes ces choses-là, on connaît tous ces endroits-là, ils sont une famille, ils ont des enfants, ils ont des parents, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour leur faciliter la vie pour une prochaine sortie, une prochaine balade, voilà, proposer tout le détricotage, que ce soit le détricotage shopping, restaurant, balade, que j'ai pu faire pour ma famille et moi, en me disant que voilà, ce contenu-là peut aider à d'autres personnes. Donc je suis un baby influenceur, comme on peut les appeler, parce que j'avais une belle communauté de followers, mais je m'en suis séparée justement hier de plus de 2000, parce que je préfère avoir une petite communauté qui a un fort engagement que beaucoup de gens qui ne servent à rien. Donc maintenant, ce que j'espère en ayant fait ce tri-là, c'est de pouvoir fidéliser une nouvelle communauté en se disant, Audrey, 35 ans, maman d'une petite fille de 9 ans, qui sort beaucoup avec ses parents, qui sort beaucoup avec son mari, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et dans quelles circonstances ? Alors rire aux larmes, déjà je crois que ça doit m'arriver tous les jours, parce que il faut rire plusieurs fois par jour pour être heureux. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. C'est en riant qu'on devient heureux et les gens heureux rigolent beaucoup. Je crois pas ce matin, mais ça doit être hier. Et hier, j'ai beaucoup rigolé. Et c'est souvent Vincent qui me fait rire. Mon mari est ma plus grande source de bonheur après ma fille, ou en même temps que ma fille. Et il me réinvente la langue française au quotidien. Donc oui, en l'écoutant, je rigole beaucoup. Oui, et donc j'ai dû rire hier parce qu'il a dû soit encore me sortir une belle tirade dont il a le secret, ou qu'il a dû faire quelque chose qui a dû... Je vais réfléchir, ça va peut-être me revenir, mais si j'ai le moment précis, je le ressortirai avant la fin de l'interview. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors professionnel,
c'est le matin quand je rentre dans ma classe et que je dis bonjour à mes élèves. Et quand je leur dis bonjour, et qu'ils sont 30, parce que j'avais 30 CM2 cette année, et qu'ils sont 30 à me répondre « Bonjour maîtresse !» Alors là, je suis heureuse parce que quand je les vois souriants, réveillés ou endormis, mais que je les vois réceptifs dès les premières minutes, je me dis qu'on va passer une bonne journée. Et ça, après, à moi de garder ce climat serein que j'ai eu dès le matin, et je fais vraiment en sorte que le soir, ils partent avec le même sourire que le matin. Donc oui, donc vraiment le matin, et pas forcément que pour les élèves de ma classe, puisque après avoir salué mes élèves, je traverse mon bureau, je vais dans la classe de mon collègue, et je fais la même avec ses élèves. Donc j'ai 2 classes que je salue avec un grand sourire le matin, et tous les sourires que je récupère me donnent vraiment le courage pour débuter la journée. Et je peux même dire que ça commence dès le matin le portail parce que les bonnes ondes envoyées par les parents le matin sont également très importantes. Donc oui, le matin, l'accueil des parents, l'accueil des enfants, c'est très important. Et après, d'un point de vue plus personnel, c'était quoi la question ? Le moment préféré de votre journée Voilà. Et après, personnel, c'est le soir quand je rentre à la maison. C'est l'inverse. Voilà. Le moment préféré, c'est quand je remonte à la maison avec la satisfaction, en fait, de me dire oh, j'ai passé une bonne journée au boulot. Même si j'ai eu des galères, parce que des galères, il y en a tous les jours. Mais voilà, le fait de se dire je suis rentrée, problème il y a eu, problème résolu, problème il y a eu, problème pas résolu, mais c'est pas grave, ça va se résoudre. Et le fait de me dire bon, qu'est-ce qu'on fait à manger ? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait à manger ? Alors le sport, toujours, avant de faire à manger. Donc ça, c'est le moment généralement où il faut trouver la motivation, mais on la trouve toujours. Et puis après, voilà, le passage en cuisine. Le passage en cuisine, le passage à table. Voilà, toujours ce côté, en fait, de se dire le côté serein. Le côté toujours chercher le paisible dans l'agitation. Et une fois qu'on l'a saisi, de se dire ah ouais, c'est cool. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? La bienveillance. La bienveillance, parce qu'elle raccroche beaucoup d'autres valeurs. Et je dirais que la bienveillance, mais pas la bienveillance seule. Être courageux et être bienveillant. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les 2 choses les plus importantes. Et c'est vraiment 2 valeurs que j'essaye d'inculquer aux adultes qui sont autour de moi, à ma fille et à mes élèves. Parce que je pense que, vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on est courageux, on va être capable de faire beaucoup de choses. Et si on est bienveillant, on aura toujours un retour positif. Et je pense que la bienveillance, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la plupart des gens, alors la plupart, oui et non, mais beaucoup de gens que je connais ont une tendance de vie très individualiste et très égoïste. Et je crois que si on est dans le partage avec ces gens-là, donc justement si on arrive à être bienveillant avec des gens qui auraient tendance à nous excéder, à nous énerver, à nous rendre colériques, ça va nous ramener obligatoirement à nous beaucoup de satisfaction. Parce que, alors faut pas être bienveillant pour être satisfait soi-même, mais de se dire que cette personne-là est comme ça, mais j'arrive à l'accepter telle qu'elle est. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut changer tout le monde veut façonner tout le monde à son image. Mais ce qui fait que le monde est beau aujourd'hui, c'est que chacun est différent. Donc, mon degré de zénitude que j'ai réussi à atteindre il y a quelques années, c'est de me dire, voilà, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, celui-là je le supporte pas, mais c'est pas grave, au final je le prends comme il est, et je vais pas rentrer dans son jeu parce qu'il est tel qu'il est. Donc, voilà, le côté toujours optimiste, toujours frais, toujours... mais toujours se dire qu'il faut taper dedans si on veut y arriver, quoi. Prof, etc. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner ? Aimer. On peut pas partager des choses avec des enfants si on les aime pas. C'est pas possible. Pour moi, il y a pas de partage sans amour. Donc, y en a qui vont dire oh là là, elle est pleine de grands mots, celle-là, elle est pleine de grandes phrases, mais en 13 ans, je crois que je suis passée par tous les stades émotionnels. Je suis passée par toutes les stratégies. Je suis passée par tous les
toutes les dispositifs pédagogiques possibles et inimaginables. Et je me dis que, après avoir tout testé, ce qui marche aujourd'hui, en fait, avec les élèves les pires comme les meilleurs, c'est tout simplement leur véhiculer des notions, de la culture, des apprentissages, mais de leur faire comprendre qu'on leur véhicule tout ça parce qu'on les aime, parce que ce sont des enfants et parce qu'on veut qu'ils grandissent, parce qu'on veut qu'ils s'éveillent. Et comme je leur dis toujours à mes élèves, quand je dois les gronder ou quand je dois les sanctionner ou quand je dois les réprimander, parce que c'est pas le pays des bisounours, ma classe non plus. Mais je leur dis toujours, aujourd'hui, si j'agis comme ça avec vous, j'agirai exactement de la même manière avec ma propre fille. Donc il y a ce côté éducation qui est indissociable du côté instruction, et on ne peut pas éduquer et instruire sans aimer la personne qu'on a en face de soi. Donc, et c'est souvent les pires de la classe, où on se rend compte qu'on les aime le plus, parce que c'est des gamins qui ont quelque chose d'attachant. Donc on va mener un double combat avec eux, et oui, l'amour, ça résout beaucoup de problèmes. Comment expliqueriez-vous votre métier à un enfant de 6 ans ? Je sais pas si je chercherai à lui expliquer. Peut-être je chercherai plutôt à lui montrer, à lui faire partager, à lui dire regarde, alors aujourd'hui on doit apprendre ça, mais on va apprendre tous les deux ensemble, donc on va faire ensemble. Aujourd'hui je vais te faire découvrir des choses, je vais te faire voyager dans quelque chose qui va être nouveau pour toi. Et donc du coup, en faisant voyager l'enfant dans des choses qui vont le faire rire, des fois le faire pleurer, lui donner des émotions, c'est là que l'enfant il va apprendre. Donc je vais lui expliquer que l'enseignement c'est un voyage au travers du patrimoine, au travers de l'histoire, au travers de la curiosité. Et je vais lui dire à chaque fois, aujourd'hui on va partir en vacances ici, aujourd'hui on va aller ici, aujourd'hui on va faire ça. Et je vais pas lui dire que mon métier c'est... Oui, je vais lui dire que mon métier c'est lui apprendre à lire, écrire, compter, les fondamentaux de la vie, mais de la même manière que sa maman et son papa lui auront appris à marcher, parler... s'éveiller au monde. Voilà, moi je vais l'éveiller au monde, mais différemment, dans d'autres sphères. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui ? Alors je suis très bien dans ma peau. Dans la peau de quelqu'un d'autre, alors là c'est une colle, parce que y a rien qui me vient. Voilà, y a pas une personne qui me vient. Alors pour rigoler, je vais dire que je me mettrais bien dans la peau de notre inspectrice pour voir ce que c'est l'envers du décor, pour voir parce que nous on vit notre métier d'une certaine façon, donc on le voit au contact des enfants, mais de voir ce que ça peut être quand on vit le métier du côté des adultes. Et voir ce que c'est quand on a les informations qui nous redescendent de l'institution. Voir qu'est-ce que ça peut être, ce que peut être ce côté plus institutionnel du métier. Donc ça, c'est pour le petit côté anecdotique. Après, être dans la peau d'une personne riche, d'une personne célèbre, ça m'intéresserait pas plus que ça, parce que c'est pas forcément un mode de vie auquel j'aspire. Parce que ce que je vis, ça me va très bien. Ah, peut-être que j'aimerais bien être dans la peau d'un homme, pour voir ce que ça fait d'être un homme. Ouais, voir ce que ça peut faire d'être un mec, un vrai. Ouais, peut-être ça, voilà. Être un homme une journée. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès ? Le succès ? Être heureux ? Être heureux. Tout simplement. Tout simplement. Parce que le succès, ça veut rien dire. Par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai rencontré des milliers de personnes. C'est pas de la prétention, c'est que j'ai fait énormément de choses. Donc comme je le disais, que ce soit dans le milieu de la mode, dans le milieu de la nuit, que ce soit par rapport à mes précédentes expériences professionnelles,
par rapport à ce que je vis aujourd'hui, par rapport aux voyages que j'ai pu vivre, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer via mes parents et mon papa notamment, qui est président d'un grand institut d'archéologie et qui a beaucoup travaillé avec les missions monégasques et avec le musée archéologique de Monaco. Donc j'ai rencontré des personnes de tous horizons. J'ai vraiment vécu tout et tout le monde. Et les personnes qu'on pouvait peut-être le plus envier étaient pour moi les personnes qui, au final, quelque part, une fois qu'on avait creusé sous la croûte, étaient les personnes les plus malheureuses. Donc les personnes qui avaient rencontré le plus de succès, que ce soit financier, professionnel, étaient souvent les personnes qui avaient pas grand monde autour d'eux pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils avaient beaucoup de monde autour d'eux pour ce qu'ils pouvaient représenter, mais justement, toutes ces personnes-là qui les aimaient pour ce qu'ils représentaient, ne les aimaient pas pour ce qu'ils étaient. Donc je me dis qu'aujourd'hui, le succès, c'est être aimé pour ce qu'on est, et c'est arriver dans le monde aujourd'hui à se lever le matin en se disant « Bah moi, ma vie, je la kiffe, quoi. Voilà, je suis bien. » Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Que ça continue comme c'est maintenant. Que je continue de vivre toutes les expériences que je peux vivre. D'un point de vue professionnel, ce que je me souhaite, c'est de conserver un climat scolaire serein à l'école. Je veux continuer à avoir des élèves heureux, je veux continuer à avoir des collègues souriants. Je veux continuer à pouvoir être un appui pour mes collègues, que on n'hésite pas à me contacter pour avoir des solutions, des avis. Voilà, je veux que les gens puissent se dire j'ai besoin d'aide, je peux contacter Audrey. Je veux continuer à être utile. Voilà, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les collègues, et que ce soit aussi pour l'institution, parce que j'ai été amenée à travailler avec notre inspectrice ou avec les conseillères pédagogiques, et ça m'a amené beaucoup de satisfaction de me dire que voilà, j'ai pu être utile et que le travail s'est fait dans la joie et la bonne humeur. Et après, d'un point de vue personnel, bien évidemment, je veux continuer à avoir des parents en bonne santé, à faire beaucoup de choses avec eux encore, à ce que ma fille entre au collège en situation de réussite, et à ce que mon mari soit toujours un gentil mari, et que on continue à faire ce qu'on fait, parce que voilà, je le répète, on est heureux dans notre vie, alors faut que ça continue. Merci Audrey d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et bien merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris, CHRIS, @salomé-online.com, SALOME-online.com. À vendredi.